Alors, bonjour Mohamed. Bonjour. Est-ce que Ouais, tu peux te présenter, expliquer un peu déjà qui tu es, quelle est ton activité? ok. Donc je suis Mohamed, Mohamed Saïdouma. Donc je suis réalisateur, auteur aussi. Et puis j'ai une activité un peu parallèle parce que je pense que dans le cinéma on est obligé d'avoir plusieurs chapeaux, surtout dans notre hémisphère à nous. Et donc je suis directeur d'un fonds pour le cinéma documentaire pour tout le continent africain qui s'appelle Documentary Africa. Et c'est une activité que j'ai commencée en 2018, par contre. Précédemment, je dirigeais un festival de cinéma ici à La Réunion qui s'appelait le Festival du film d'Afrique et des îles. J'avais commencé à travailler en 2004 en tant que chargé de production, ensuite direction de la programmation et après à la retraite de celui qui a fondé le festival, Alain Gilly, en 2009, j'ai repris la tête du festival. C'était un festival qui était dédié au cinéma d'Afrique et des îles et des diasporas. L'idée de ce festival était de mettre en lumière à la fois le regard réunionnais, le regard des îles de la zone océan Indien et le regard des cinéastes africains sur le monde et sur ce que nous sommes. Donc ça a vraiment été ça et je pense que pour me peut-être peut-être cadrer un peu qui je suis, je pense que euh, c'est vraiment, je suis plutôt quelqu'un qui travaille sur comment mettre en lumière nos regards à nous, citoyens, citoyennes du Sud, global, comment les mettre en lumière, comment mettre en lumière nos vies, nos paradoxes, à travers les images. Donc j'ai toujours été motivé par ça, que ce soit au sein d'un festival, soit au sein d'une structure comme Doc A, soit au sein d'un autre festival que j'ai créé au Comores qui s'appelle le CIF, soit au sein de mes propres travaux en tant que cinéaste. Mm. Donc toi, tu as un parcours aussi qui est un peu atypique. Tu es d'origine comorienne, mais tu es né à La Réunion. Et tu as vécu aussi beaucoup en France. Et tu es revenu à quel moment à La Réunion? Donc je suis né ici, après mon père m'a bourlingué entre les valises, les séparations. On a fait la France, Paris, la Normandie, j'ai fait l'Angleterre, où j'ai vraiment eu ma formation intellectuelle, études supérieures. Puis j'ai commencé à rencontrer les artistes plus du monde anglophone, ce qui m'a vraiment marqué, parce que c'était une autre vision du monde et une autre façon de voir les choses aussi, même par rapport à la population dans laquelle je baignais, qui est la population immigrée européenne qui vient d'Afrique. Mais les immigrés anglais sont différents parce qu'ils viennent beaucoup des Caraïbes anglophones et d'Asie, d'Inde particulièrement, et puis de certains gros pays en Afrique comme le Nigeria ou le Ghana. Donc, et c'est une autre vision, un autre rapport à l'espace européen qui m'a aussi construit. Et puis, et ensuite, pour des raisons personnelles, je connaissais pas ma mère et je savais qu'elle habitait ici. J'avais fait mes recherches, donc je suis venu pour la rencontrer. Je suis pas venu dans un but professionnel. C'était vraiment un but très personnel pour un besoin d'équilibre psychologique par rapport à ma vie qui partait un peu en vrille. J'avais besoin de me reconnecter au lieu où je suis né et à la personne qui m'a mise au monde. Donc ça a été vraiment ce qui m'a fait revenir à La Réunion. Et c'était en 2004. Et mon idée c'était de faire cette reconnexion-là avec cette terre qui m'a vu naître et avec cet espace-là. Et puis ensuite de repartir à Londres. Mais je suis jamais reparti. Ouais. Souvent on arrive sur cette île et on se dit on va repartir et on repart pas en fait. Ouais. J'avais un retour de 3 mois après et j'ai jamais pris ce retour en fait. Mm. Voilà, je pense que peut-être inconsciemment je savais que j'allais pas revenir aussi. Ouais, ouais. Et du coup, c'est à ce moment-là, en remettant le pied à La Réunion, que tu as commencé à vouloir travailler sur les Comores. J'avais déjà commencé un petit peu avant, à Ouais. travers des copains qui avaient des associations franco-comoriennes, etc. Où voilà, on travaillait, on faisait des... C'était plus de l'humanitaire en fait. Ouais. Mais dans ma démarche artistique, les Comores n'étaient pas un espace où je pouvais créer. Je sais pas pourquoi. Ouais. Dans mon imaginaire à ce moment-là, Mm. pour moi, l'espace où je pouvais créer, c'était la France métropolitaine ou l'Angleterre, D'accord. où je vivais.
Ouais. C'était les espaces de création parce que c'était les espaces que j'habitais. Mm. Et même si je suis d'origine comorienne, j'avais pas cette culture comorienne en moi. Et surtout, même si mon père me l'a transmise, j'avais pas le. J'allais aux Comores de temps en temps, mais j'avais pas de. J'arrivais pas à appréhender cet espace Mm, mm. qui est les Comores. Ouais. Donc j'arrivais pas à l'appréhender, même si je parle très bien la langue. Mais pour moi, c'était un espace étranger à mon corps. Mm, mm. Donc c'est vraiment en me reconnectant à cette île, À la La Réunion. Réunion, que j'ai un peu vaincu cette peur d'habiter dans une île. Et j'ai aussi compris, commencer à changer mon logiciel en fait. Et à y aller régulièrement aux Comores. Parce que c'était plus proche financièrement aussi. Donc effectivement c'est devenu beaucoup plus proche. Et j'ai commencé à réinvestir cet espace des Comores. Et je pense que, en fait, quand on fait du cinéma, je pense que, comme des process naturels, vous devez savoir de quoi vous voulez parler, je pense, parce que finalement, c'est des thèmes qui sont récurrents. Hein. Mm. Et puis ensuite, quels espaces vous intéressent à filmer. Et je savais qu'il y avait un truc faux dans mon idée de vouloir filmer l'Europe et Ouais. l'Angleterre. Mais par contre, quand j'ai redécouvert les Comores, je me suis senti naturellement à l'aise en me disant, ça c'est un espace que j'ai envie de filmer. Mm, mm. Là, je me sens à l'aise là-dedans, amener une caméra, amener une équipe et filmer ça parce que à travers cet espace, il y a des choses que je peux dire. Donc c'est vraiment à travers la Réunion, parce que j'ai aussi découvert la Réunion, ce que c'est qu'être créole, ce que c'est qu'être ilien ici. Donc c'est ça qui m'a vraiment été le moteur pour, j'allais dire, rentrer pleinement en création, quoi. Et est-ce que ça a été plutôt simple ou délicat le côté comment dire, de créer à partir d'un pays, de plusieurs îles, où tu n'avais finalement jamais vraiment habité sur la durée? Oui, au départ c'est délicat parce qu'on se pose toujours la question de la légitimité. Mm, mm. C'est une question naturelle. En plus, maintenant, on est dans des débats où cette question de légitimité est une question qui est au cœur même du débat de la création contemporaine, hein, quelle que soit la discipline. Hein. Aujourd'hui, des fois, on regarde même pas l'œuvre, on se demande qui a fait l'œuvre. Mm, mm. On pose directement la question, est-ce que tu as le droit de parler des femmes? Est-ce que tu as le droit de parler du transgenre? Est-ce que tu as le droit de parler de l'islam? Est-ce que tu as le droit de parler de l'immigration? Mm, Est-ce mm. que tu as le droit de parler de la bourgeoisie parisienne? Enfin voilà, toutes ces questions-là, aujourd'hui, sont récurrentes Mm. dans toute la création contemporaine, mais elles sont issues des questions légitimes qui sont des questions de représentativité, de diversité, tu vois, de patriarcat, de sexisme, etc. Donc c'est des questions qui sont légitimes. Mais donc moi je me suis souvent posé cette question en disant que l'espace je ne le connais pas, donc je suis un étranger. C'est vrai que quand tu arrives au Comores, on dit souvent Yehounu, ça veut dire et ici tu fais quoi ici? Ou alors qui implicitement nous renvoie vers tu es là pour combien de temps? Mm, mm. Je pense qu'avec l'âge, il faut accepter ce qu'on est. Et quand je me suis arrêté de me poser cette question de légitimité, c'est là que j'ai compris que j'étais légitime partout, que je pouvais filmer partout. En me disant, mon regard sera toujours un regard pas totalement endogène, ça sera le mien, un pied dedans, un pied dehors, mais c'est mon regard. Mm. J'ai pas à me poser cette question de légitimité parce que je pense que mes deux parents sont comoriens, même s'ils n'ont pas vécu aux Comores, même si l'une n'est pas née aux Comores. Donc ils ont la culture comorienne en eux, donc ils me l'ont transmise de façon presque inconsciente. Mm. Donc je n'ai pas à me dire je ne suis pas légitime d'habiter cet espace parce que c'est l'espace de mes ancêtres. Tu vois, donc il y a ça. Donc j'ai arrêté de me poser cette question-là. Mais effectivement, au départ, c'est difficile parce que après, c'est dans le regard de l'autre parce que il vous voit en tant qu'artiste de la diaspora, étranger, qui vient et qui est là de passage pour écrire, pour travailler ça. Donc il y a quand même une ambivalence qui est là, quoi, qui fait que c'est des choses qui sont quand même, qui restent très fragiles. Hein. Ouais. Et quand tu es revenu aux Comores pour la première fois, quel regard t'as posé
sur ces îles? Qu'est-ce qui t'a frappé? Bah, c'est bizarre parce que j'ai commencé. En fait, j'y allais régulièrement. Mon père m'envoyait quand j'étais petit, quand j'étais ado, etc. Voilà, mais c'était un regard de touriste, quoi, de je viens. On appelle les je viens, c'est les touristes d'origine française qui viennent aux Comores et on dit. Et il y avait une petite phrase dans les années 90 où ils venaient et ils disaient toujours je viens d'eux, quoi. Je viens de Paris, je viens de Marseille, etc. Et donc, moi, c'était un regard de je viens. J'étais un ado, tu es aux Comores, tu vois les cousins, cousines, vous allez à la fête, vous faites la plage, vous faites les booms, vous voyez les volcans, le volcan, enfin voilà, c'est juste en vacances, ça dure 3 semaines, après tu repars. Tu retournes, tu vois, dans ta réalité française ou anglaise, quoi. Donc c'est vraiment le bled, où c'est vraiment très exotique. Donc tu vois les Comoriens comme une espèce un peu exotique, quoi, exotisant. Ça, tu parles la langue, mais tu les vois, ils ont des coutumes, des traditions que tu comprends absolument pas. Ça, tu es totalement étranger. Donc il y a d'abord eu ça, et là, en y allant plus régulièrement depuis 2004, le premier regard a été de me dire, mais en fait, c'est un pays qui est difficile, au sens où il est difficile à comprendre parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment une autre ère culturelle que celle dans laquelle j'ai baigné. C'est vraiment un autre espace culturel. Moi qui ai baigné dans l'espace franco-anglais, je me suis rendu compte que les Comores, bien que ça soit francophone, il n'y a rien des valeurs et de la culture francophone qui prédomine. Même à Mayotte qui est restée française. C'est vraiment un espace swahili, africain et arabe. Et tu vois, et ça, je me suis aperçu de ça. Dans le temps social, dans les relations hommes-femmes, dans l'imaginaire. Donc au fur et à mesure des voyages, je me suis rendu compte qu'il faut que j'appréhende cet espace autrement. Tu peux pas continuer de regarder avec un regard de français finalement. Voilà, c'est ça. Et je pense que ça, c'est le truc le plus difficile. C'est-à-dire de se dire, je laisse tout ce que j'ai, et puis après, le cinéma du réel te permet ça, parce que tu peux être dans l'observation. Et j'observe et je regarde un peu les gens, tu vois, comment ils sont, qu'est-ce qui les meut, qu'est-ce qui les chagrine, comment ils font pour être heureux, etc. Donc tu commences à te poser les vraies questions de la vie, de l'existence, par rapport à leur point de vue à eux, quoi. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant, parce que là, j'ai appris beaucoup. J'ai appris sur moi, j'ai appris sur que j'avais plein de préjugés sur les Comores. Ouais. Tu vois, ça a l'air évident, mais là, tu te rends compte que, en fait, tu es rempli de préjugés toi-même sur un territoire, alors que tu dis au monde entier que tu le défends, mais en fait, toi-même, tu trimbales tes préjugés, quoi, que tu poses sur une société. Tu vois, et donc l'idée, c'est d'apprendre à t'en défaire, en fait. C'est surtout ça, c'est la rencontre pour apprendre à se défaire de ses propres préjugés, moi. C'est ça que ça m'a appris, les Comores, en fait. Et ça a été vraiment un choc, quoi, parce que ça te renvoie à toi-même à tes propres faiblesses et paradoxes. Et en fait, ce sont des îles où tout est si intense parce qu'il y a des problèmes économiques graves, des problèmes structurels graves, etc. Donc, ouais. Et donc, et tu vois, tu apprends vraiment à te dire, tu prends une claque sur tous tes préjugés. Et ça, c'est salvateur, parce que tu vois, de se dire, en fait, je connais rien à mon pays, quoi, mon pays d'origine. Je suis obligé d'apprendre. Moi, ça m'a vraiment fait ça. Ouais, c'est vrai qu'on a tous des préjugés finalement. Mais là, c'est le fait que c'est ton pays d'origine, quoi. Ouais. C'est encore plus. Oui, ça t'émeut, en fait. Tu te dis, ah oui, quand même. Tu vois. Donc ça, c'était difficile. Ça, c'est vraiment parce qu'à chaque fois que j'y vais, j'apprends toujours quelque chose. Voilà, ça c'est des îles qui sont très complexes, pas compliquées mais complexes, dans le sens où un archipel, je crois que même de façon presque naturelle, un archipel c'est compliqué parce que chaque île se voit comme le centre du monde et le centre de l'archipel. Ouais. Donc il y a déjà ça. Il y a une espèce
Celui qui est à Mayad se voit comme le centre du monde, d'autant plus que maintenant il est certifié français et il a l'argent de l'Union européenne. Celui qui est en Jouan se voit comme le centre du monde. Celui qui est en Grande Comore se voit comme l'archipel porte son nom, etc. se voit comme le centre du monde. Celui qui est à Mohéli voit tous les trois autres en se disant c'est tous des abrutis, ils sont en train de détruire la planète et nos îles. Et nous, on a gardé cette espèce de forêt et d'espèce de truc biodiversité à Mohéli, ils sont tous des cons. Donc chacun voit, tu vois, se voit en centre. Donc appréhender cela et se dire à chaque fois que je bouge dans une île, en fait, tu vois, le point de vue il change. Tu vois, c'est aussi appréhender un peu cette complexité, tu vois, d'un archipel. Puis un archipel aussi, c'est des mouvements incessants. Moi, je travaille beaucoup et j'aime beaucoup cette idée que quand tu es dans un archipel, en fait, tu es obligé de bouger d'une île à l'autre pour soit chercher à manger, soit rencontrer des gens, soit créer, soit ramener des choses. Donc il y a l'idée de l'ouverture et du voyage. Puis on a appelé les Comores de Dhow Countries, c'est-à-dire les pays du. Il y avait les Dhow Countries, c'est-à-dire Dhow, c'est la boutre. Et les Comores, les îles Pemba, Lamu au Kenya, Île du Mozambique au Mozambique, Zanzibar, tout ça, ce sont des îles où les gens voyagent avec des boutres, voyageaient avec des boutres pendant très longtemps, pendant des millénaires. Et donc, ils faisaient du troc. Puis après, c'est les îles qui ont subi aussi l'esclavage, parce que Zanzibar était un énorme port de vente d'esclaves. Voilà, pour toute cette péninsule. Et ce sont des îles qui te disent que l'idée du voyage est une idée qui est là et qui est ancrée. Donc moi, je travaille beaucoup cette idée de partir, revenir, et où est-ce qu'on est à notre place. Moi, c'est une interrogation. Et les Comores, justement, pour répondre à ta question, les Comores m'aident à interroger cette idée de se dire où est notre place aujourd'hui. Voilà, puisque c'est aussi une île comme la Réunion très métissée. Il y a beaucoup d'esclaves africains qui sont venus, c'est les premiers habitants, ou même des Africains des côtes. Et puis ensuite, il y a eu des gens qui venaient d'Inde, des commerçants. Il y a eu les esclavagistes arabes qui venaient d'Oman, de Shiraz, le sud-est de l'Iran, de Zanzibar. Il y a eu les Français. Enfin, voilà, c'est tout un melting pot, les Comores aussi. Les gens du voyage. Donc ça interroge un petit peu la place. Où est-ce qu'on est vraiment chez nous? Donc, et aujourd'hui, ça se fait comment, ces voyages entre les Comores et comment, quelle forme ça prend ces voyages aujourd'hui, là, en 2022? c'est beaucoup, c'est moins par bateau, donc c'est beaucoup plus les avions qui circulent. Et la plupart des gens qui effectuent encore ces voyages, c'est les descendants des négociants de l'époque. C'est-à-dire que c'est des petits commerçants qui sont soit de la Grande Comore ou d'Anjouan, c'est des commerçants kenyans qui vivent sur la côte kenyane, qui habitent à Mombasa ou sur les îles Lamu, c'est des commerçants zanzibaris qui vont à Dar es Salaam ou qui vont sur les Comores et vice-versa. C'est plus les commerçants. Et ensuite, les Comoriens qui utilisent ces lieux-là pour aller étudier, ou alors pour tenter une nouvelle vie, ou alors pour des vacances, ou acheter des étoffes, ou acheter des choses comme ça. Avant, c'était des épices, etc. Maintenant, ça va être des vêtements, ça va être des choses qu'on va importer depuis Dar es Salaam, ou Mombasa, parce que Mombasa est un énorme hub, un énorme port qu'on va importer aux Comores pour vendre. Donc voilà, ce sont des échanges plutôt commerciaux. Il y a moins d'échanges culturels parce que la francophonie nous a coupés de cette ère-là, qui est une ère swahili anglophone. Et donc il y a moins d'échanges culturels et intellectuels, alors que pendant certains siècles, il y avait des théologiens comoriens qui allaient enseigner l'islam à Zanzibar. Donc les meilleurs élèves des madrasas aux Comores partaient vers Zanzibar. Donc il y avait vraiment quelque chose de très très important comme ça. Il y avait des échanges culturels. Voilà. Il y avait aussi des Zanzibaris d'origine comorienne qui étaient installés à Zanzibar, qui étaient écrivains.
Voilà, je pense à Shafi, qui était un grand écrivain zanzibari d'origine comorienne, qui a écrit le grand roman de l'indépendance de Zanzibar, etc. Mhm. Donc il y avait beaucoup d'échanges culturels. Il y en a un peu moins, parce que les Comores ayant été colonisés par la France, on s'est retrouvés dans un espace francophone qui n'est pas réellement notre espace naturel. Notre espace naturel, c'est un espace swahiliphone, et qui est plus anglophone, parce qu'il y a le Kenya, il y a la Tanzanie, qui sont les deux gros pays. Mhm. Voilà, et l'Ouganda à côté. C'est les trois gros pays où, si on regarde bien au niveau bouffe, vestimentaire, culture, tu vois, cosmogonie, on est très très proche, c'est le même peuple. Ouais. Voilà. Même mon nom de famille, Ouma, c'est le nom d'une tribu au Kenya, les Luo, Mhm. qu'on retrouve ce nom-là là-bas. Ok. Et du coup, tu as aussi quand même cet attrait aux Comores de la France, Oui, pour les étudiants, par oui, exemple. oui, il y a eu aux Comores, parce que déjà, c'était la Grande Comore qui était la seule île où il y avait un lycée. Par exemple, les autres îles, il n'y avait pas de lycée jusque dans les années 80. Même ceux qui dirigent Mayotte aujourd'hui, en fait, les politiciens mahorais qui sont anti-comoriens, xénophobes, en fait, ils ont étudié en Grande Comore à Moroni. Mhm. C'est paradoxal. Et donc, c'était le lycée de Moroni. Donc, il y avait le service de coopération française. Donc, c'est un espace francophone. Donc, on apprend le français dès le primaire. Ouais. Donc, quand tu as le bac, Mhm. première solution, c'est d'aller en France. C'est plus facile d'ailleurs que de venir à La Réunion. Parce que c'est très compliqué pour les étudiants comoriens d'avoir des visas pour venir à La Réunion. D'accord. Donc, les étudiants comoriens que tu rencontreras ici, c'est des étudiants de très grosses familles, très très riches. Voilà, qui ont eu beaucoup d'appui au niveau de l'ambassade là-bas pour pouvoir avoir leur visa et leurs enfants qui puissent venir ici. Mhm. Et du coup, cette question d'aller et de sortir des Comores, d'y aller, c'est aussi une question que tu interroges beaucoup dans ton film. Oui, c'est une question qui est sous-jacente parce que à la base, quand j'ai rencontré ces nanas, c'était lors des Jeux des îles en 2015. Ouais, peut-être tu peux peut-être en raconter un Ouais, petit peu comment ça s'est passé, ouais, comment tu as commencé à rentrer dans ce sujet. ouais. Bah, je les ai rencontrés en 2015. Il y avait Benamir Saadi qui était à l'époque le manager de l'équipe de foot des Comores, de toutes les équipes de foot, que ce soit celle des Jeux, que ce soit les professionnels, etc. Benamir, il est comorien, mais né a grandi à Marseille. Et il m'appelle, il me dit, écoute, on est là au moment des Jeux des îles, on est en 2015, en juillet 2015. Il me dit, je serai là et ça serait bien si tu étais là, si tu venais prendre un peu des images parce qu'on aura 250 athlètes qui seront là. Mhm. Donc j'ai dit, ouais, c'est super, je serai là à ce moment-là, quoi. Et ça me sortait de mon burn-out d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai commencé à ressortir du burn-out. Ouais. Et, et donc, il m'a Et dit, en tu viens. premier temps à filmer, c'est ce que tu disais. Voilà, voilà. Donc je filmais un petit peu. Ils étaient au Crous. Puis il y avait un vendredi en fin de journée, il y avait le match au milieu d'après-midi, il y avait le match d'ouverture entre l'équipe féminine des Comores et l'équipe féminine de la Réunion. C'était la veille de l'ouverture officielle de foot. Et j'arrive là-bas avec un pote et j'avais amené une caméra pour filmer ça. Et arrivé comme ça à l'entrée, je vois Benamir qui est pris à partie par tout un groupe de supporters comoriens avec leur petit drapeau. Et je vois plus loin, je reconnais le ministre des Sports, Ali Assoumani, des Comores, qui est aussi pris à partie. Et je vois les gendarmes qui viennent et qui l'escortent et qu'il faut rentrer dans une voiture pour sa sécurité. Je me dis, waouh, ça commence bien. Je sors, je vais voir Benamir, il me dit à mon pote, Youssouf, non mais ramenez-moi, c'est intenable, ramenez-moi à Saint-Denis. Je dis oui, mais il n'y a pas de match. Il me dit non, il n'y a pas de match, les gars, il faut que je quitte là. Ça devient trop chaud. Et donc on le ramène sur Saint-Denis et il nous explique qu'est-ce qui se passe. Il me dit ben là, les supporters, ils n'ont pas compris. Ils disent qu'on a boycotté, on leur a foutu la honte. Mais j'ai simplement été voir le coach de l'équipe réunionnaise. Je lui ai dit j'avais pas les joueurs. Et comme on n'avait pas nos joueuses, on ne pouvait pas jouer. Il fallait reporter le match à une date ultérieure. Il a compris, mais le speaker, il n'a pas eu la bonne info. Il a dit qu'on déclarait forfait. Donc il y avait plein de Comoriens qui étaient venus de tous les coins de l'île, les familles et tout. Ils étaient énervés et tout. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il vous manque des joueurs? Benamir me dit qu'il leur manquait 4 à 5 titulaires de l'équipe.
et qu'il y avait à peu près une cinquantaine d'athlètes qui n'avaient pas eu leur visa et qui n'étaient pas encore arrivés. Il dit oui, mais de toute façon, les Jeux commencent demain. Ils vont peut-être arriver après. Il dit non, pour l'instant, l'ambassade de France à Moroni refuse de leur donner les visas. Donc voilà, donc on le ramène. Le lendemain, moi je dis à Ben Amir, écoute, c'est chaud parce que c'est demain après-midi que vous avez l'ouverture à Saint-Paul. Est-ce que tu veux pas et là, je le ramène au Crous. Il y a d'autres fédérations qui sont là, de basket, de volley, de tout ça. Ils disent c'est pareil, il nous manque des athlètes, il nous manque des athlètes. Moi, je leur dis, écoutez, moi, je connais bien les gens des médias ici. Si vous voulez, peut-être pour mettre la pression et que l'ambassade délivre, faites un communiqué de presse, quoi. Ça va peut-être faire bouger les choses. Et je dis, à l'époque, j'habitais pas loin du Crous. Je dis, Ben Amir, viens chez moi. Il y a un ordi. J'ai un carnet d'adresses de journalistes ici. Tu fais un communiqué de presse. Ça va être relayé dans la presse. Et à mon avis, à Moroni, vu que les jeux sont pas commencés, ils vont avoir la pression, ils vont vous délivrer les visas. Vous allez pouvoir faire les jeux, tu vois. Il me dit, ouais, très bonne idée. Donc il vient, il écrit le communiqué. Puis finalement, il reçoit des textos de tout le monde. Tu vois. Ils disent, vas-y, donnez le communiqué, quoi. Alors, on va rajouter. Nous, fédération de tennis, nous, fédération, etc., on va rajouter. Donc, finalement, ils rajoutent. Et Ben Amir lâche le communiqué vers 1h du matin. Et là, j'ai Frédéric Ban du quotidien qui m'appelle. J'ai Madia qui m'appelle. J'ai un autre journaliste qui m'appelle. Et je leur dis, écoutez, c'est pas mon communiqué. Moi, je donne simplement l'info. C'est parti de voilà, mais appelez, les numéros sont sur le communiqué, ils vont vous expliquer ce qui se passe. Le lendemain, Ben Amir m'appelle, le matin, il me dit ça a marché, merci, parce que là, on est réunis au Créolia avec le préfet, avec le ministre des Sports français, ses représentants, ce qui va arriver tout à l'heure, dans l'avion du matin, et on va essayer de débloquer la situation pour les visas. J'ai dit super, j'arrive, j'ai filmé. J'arrive, ils me disent non, vous pouvez pas filmer. Donc on me dégage, Manu Militari, c'était violent. Hein. Le mec, il m'a carrément pris ma caméra. Bah. Ah ouais? Ouais. Il t'a frappé? Ouais, il a frappé la caméra. Et moi, je me suis poussé, je me suis dit, oula, c'est un peu tendu cette histoire. Je suis à Ben, j'envoie les textos, il me dit, je te tiens au courant. Donc je dis, je vais t'attendre au Crous. Donc je vais l'attendre au Crous. Là, il revient, il me dit, c'est bon, ils vont voir les athlètes. Allez, c'est parti. On va avoir... moi, je me dis, ouais, j'ai peut-être un film, là. Hein, parce qu'il y a une histoire. Attends, j'ai un menu ultime, tu vois. Et donc, là, on part avec les athlètes. Ils chantent et tout. On va à Saint-Paul. Moi, je me fais passer pour le caméraman officiel. On me donne un badge. Il y a Marie-Pierre Mancy qui est photographe. Elle s'est fait passer pour la photographe officielle. Donc, moi et Marie-Pierre, on rentre avec la délégation. Je filme l'entrée, etc. Et tout ça, je filme et tout ça. Et puis on arrive on fait le tour comme ça, on arrive au niveau du stade, je suis là, je suis en train de filmer, et puis tout d'un coup je sens Mohamed Abdou, qui est le chef de la délégation, qui dit à tous les gens, à tous les jeunes, ah non, il est énervé, et il dit on rentre, tu vois, au lieu de se mettre comme ça en randonnion devant les officiels, il dit on rentre, il commence à rentrer. T'as des gens des îles qui arrivent en panique, vous faites quoi? Il faut vous remettre là-bas. Il dit non, vous n'avez pas respecté la charte des jeux. C'est un brouhaha, c'est le bordel. Moi, je continue à filmer, je me dis, là, ça devient intéressant, j'ai un super film. Ils partent, on se retrouve dehors, et là, il y a Valérie Filin qui se pointe, il y a les journalistes qui arrivent, et puis le gars, il leur dit, on peut pas prendre part à la cérémonie, on boycotte les jeux, parce qu'il y a une charte qui interdit à Mayotte de porter le drapeau français. Parce que nous, on revendique Mayotte. C'est un conflit avec la France. Là, pareil, là, c'est les gens de la délégation comorienne qui me disent arrête de faire le paparazzi. Ils insistent, donc je suis obligé d'éteindre. Donc on attend, on rentre à l'hôtel. Et puis là, je me dis, là, j'ai un film quand même, il y a une histoire, il y a un boycott, il y a un conflit diplomatique France-Comore, il y a des athlètes, il y a des manques de visa, j'ai un truc, quoi. Et puis... le chef de délégation appelle tous les athlètes, ils étaient autour de 250 dans une grande salle, et il leur dit, le président de la République, à l'époque il s'appelle Ikililou, vient de nous ordonner de rentrer
parce que la France et Mayotte ont violé la charte des jeux qu'ils n'ont pas, donc dont les Comores et d'autres pays sont à l'initiative en 79. Il y a une charte, on a un conflit diplomatique avec la France sur la question de Mayotte. On accepte que Mayotte joue, mais sans porter le drapeau français. Parce que ça veut dire implicitement avouer qu'on a accepté que Mayotte soit française. Et donc voilà, donc le président de la République comorienne dit à tous ces athlètes, ces jeunes athlètes, c'est fini, vous jouez pas, vous rentrez. Et donc là, il y a un gros silence. Je regarde les athlètes, je me dis là, le film, il est en train de prendre de l'épaisseur, là, tu vois. Et ça va être chaud. Et puis, et là, il y a l'un des responsables qui dit aux athlètes, il faut pas vous évader dans la nature. Et le lendemain matin, quand je reviens pour continuer de filmer, je vois plein d'athlètes qui sont appelés par des familles comoriennes et qui commencent à fuir dans la nature. Et là, je croise Razia et je lui demande, toi aussi, tu vas te barrer comme ça, un peu de manière très provocatrice? Moi, une joueuse de basket qui est dans le film. Elle me dit, non, mais toi, tu me prends pour qui? Donc l'échange est un peu virulent. Je lui dis, oui, mais vous êtes tous en train de vous barrer là en fait. Vous n'êtes pas venu jouer en fait. Elle me dit, non, mais toi tu me prends pour qui? Moi je suis venu jouer, moi je suis venu représenter mon pays, moi je suis pas là pour fuir en fait. Ça m'intéresse pas de fuir. Et là, c'est vraiment là qu'est l'idée du film. Je me suis dit, mais en fait, je devrais pas m'intéresser à ce boycott qui est un fait divers, mais je devrais m'intéresser à ceux qui vont rentrer. Et donc comme ça, elle m'a présenté Oluhu et Asanati. Asanati était là, mais pas Oluhu qui venait d'accoucher. Elle m'a dit, mais moi je connais d'autres joueuses comme moi. Donc moi je suis reparti avec elle dans l'avion du retour le mardi. J'avais pas de retour, mais j'ai dit à Benamir, écoute, mets-moi dans cet avion, parce que là je pense que j'ai un film à faire. Et là il y a un sujet qui est en train de prendre corps. Donc, et de toute façon, je serai chez moi là-bas, je me débrouillerai pour rentrer quand j'aurai fini mes enquêtes. Ils étaient combien à reprendre l'avion dans l'autre sens? À peu près 230 à peu près. Sur combien? 259. Ok. Voilà. Il y a à peu près une trentaine qui s'est barrée. 30 à 40 qui se sont barrés. Qui sont pas revenus. Voilà. Et on les a vus, hein, parce qu'ils sont venus à l'aéroport avec nous. Ah d'accord. Ils se sont enregistrés même. Et une fois l'enregistrement fait, ils ont dit, ils vont dire au revoir à des gens. Il y en a qui partaient. Voilà, mais c'est tout un autre film en fait. J'ai même vu des mariages se faire là à l'aéroport. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait, comme dans les pays musulmans, tu peux te marier très très vite. J'ai vu une athlète qui a ramené un imam et un boug comorien né ici. Et l'imam les a mariés, je voulais filmer pareil, j'ai filmé un tout petit peu, mais j'ai pas mis ça dans le film parce que le film il a pris notre tournure, c'est un autre film, voilà. Et il les a mariés là, et après, même leur responsable, hein, elle dit non, mais de toute façon maintenant, elle a parti, en plus c'est une fille qui est voilée, etc. Maintenant elle est avec son mari, vous pouvez rien faire. Elle est partie. En fait, ils sont. Bah après, moi je les blâme pas. Donc le film, il est né un peu comme ça de cette rencontre avec Razia, au moment de ce boycott et de ce fait divers. C'est comme ça que vraiment j'ai commencé à m'interroger sur l'idée, qu'est-ce que ça fait de vivre dans un pays comme les Comores et qu'est-ce que ça fait de se battre à partir de ce territoire-là. Voilà. Et de ne pas être toujours dans la fuite. Voilà. Parce que c'est une question qui est très importante aujourd'hui en Afrique, c'est que comme la jeunesse, elle fuit, mais massivement, voilà, donc elle fuit, des fois elle fuit pas uniquement vers l'Europe, hein, parce que la plus grosse migration elle est intra-africaine, mais beaucoup de jeunesse africaine fuit et beaucoup ne croient pas à la puissance ou à la possibilité de s'épanouir dans leur propre pays. Et ça vient de quoi ça? Ça vient de plusieurs facteurs. Il y a le facteur économique parce que pendant des décennies, les grandes puissances occidentales comme la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, ils ont soutenu des régimes dictatoriaux qui ont, de façon très blattante et très au vu et sous de tout le monde, détourné l'argent des fonds, failli aux missions régaliennes des États.
instaurer la corruption, et puis favoriser les multinationales, souvent occidentales, sur des prises de position. Donc il y a eu tout un pillage organisé de l'Afrique, en collaboration avec les élites africaines, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient même artistiques, économiques, politiques. Et donc ce pillage-là, il s'est vraiment bien installé. Au lendemain des indépendances, très très vite, ça s'est mis en place, ce qui fait que la population africaine, très peu croit vraiment en leur leader politique. Donc si tu es kényan, tu te dis bon, je préfère aller aux États-Unis, ou alors je vais aller ou je vais peut-être si je suis pas à Nairobi, j'aurai peut-être pas beaucoup de chance, tu vois, ou alors je vais essayer d'aller dans les pays du Golfe qui sont pas loin. Tu vois, si tu es du Nigeria, tu vas te dire je vais essayer d'aller en Angleterre parce qu'il y a une grosse communauté nigériane en Angleterre. Bon voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Si tu es sénégalais, tu dis je vais aller à Paris, je vais tenter ma chance à Paris, on sait jamais, etc. Donc il y a pas mal de... Tout ça a fait que une grosse partie de la jeunesse africaine a toujours essayé de bouger. Mais après, c'est plus de l'exode rural que, contrairement à ce que les médias nous disent, que le flux migratoire vers l'Europe est important, mais il est vraiment moins important que les flux migratoires à l'intérieur du continent. Qui, eux, sont vraiment hyper importants et créent des déséquilibres structurels, dans le sens où beaucoup de ces États-là n'ont ni les capacités ni les moyens d'accueillir des migrants. Et n'ont jamais anticipé accueillir des migrants. C'est le cas de l'Afrique du Sud qui, au lendemain de la victoire de l'ANC, de Mandela au pouvoir, toute l'Afrique australe est venue, du Mozambique, de Zimbabwe, du Lesotho, etc., de Swaziland, de tous ces pays-là, de RDC. Et finalement, ça a créé toute une vague xénophobique en Afrique du Sud. Voilà, parce que l'Afrique du Sud n'était pas prêt à accueillir des migrants, en fait. Tu vois, là, je reviens de Tunisie. En Tunisie, là, j'étais en train de faire du mentorat pour des projets tunisiens. Il y avait un projet d'un jeune Camerounais qui vit en Tunisie, Nicolo, et son projet parle du grand maquis Tunis. Les maquis, ce sont les bars qu'on a en Afrique de l'Ouest, qu'on retrouve aussi de façon clandestine à Tunis. Et il me dit qu'il y a une grosse communauté subsaharienne, comme ils disent là-bas, même si j'aime pas ce terme, et que ils ont beaucoup de mal en Tunisie, parce que la Tunisie, c'est aussi un pays qui n'a jamais été pensé pour accueillir des migrants. Donc voilà, il y a un peu ce truc-là. Ouais. Et du coup, donc ces filles que tu vas suivre, qui font du basket, elles sont vraiment motivées à l'idée de continuer leur entraînement et de pouvoir faire les prochains Jeux des îles. Oui, en gros, c'était l'idée, c'est que comme ils n'ont pas pu jouer en 2015, ce que dit Razia au début du film, en fait, pour eux, c'est comme si un rêve, le rêve, c'est pas tellement de gagner, c'est de se dire je suis en sélection nationale. Parce que ça veut dire que tu fais partie de l'élite du pays, tu es reconnu par ton travail, ton talent. Tu vois, c'est pour n'importe quel sportif être appelé en équipe nationale, que ce soit un Réunionnais qui est appelé en équipe de France, etc. C'est une reconnaissance de son talent et de son travail. Donc pour elle, surtout pour Razia, c'était sa première sélection, c'était ses premiers jeux, parce que les Jeux des îles, c'est quand même un peu le firmament pour les sportifs de la zone. Hein. La plupart vont pas faire des Jeux olympiques, la plupart vont pas être appelés en équipe de France, etc. Tu vois, même pour les Réunionnais. Donc c'est là que tu te testes avec les voisins. Et donc Razia, c'était ses premiers jeux et elle n'a pas pu jouer. Donc il y a une énorme frustration. Donc pour eux, l'idée c'était de se dire, est-ce qu'au prochain jeu, je peux y être? Elle a quel âge, Razia, en 2015? En 2015, elle a 25 ans, 26 ans. Tu vois. Donc pour elle, tu vois, en tant que jeune sportive, tu vois, c'est l'âge de la maturité. Tu vois, parce qu'après, quand tu commences... Donc finalement, elle ne peut pas les faire, donc elle se redonne un objectif en 2019. Mais moi, après, là où j'ai essayé de tisser une histoire, c'est que je me suis rendu compte, parce que j'ai rencontré beaucoup d'athlètes, avant de revenir à ces trois-là, parce que je trouve qu'en cinéma du réel, on a beaucoup besoin de rencontrer des tas de protagonistes avant d'être sûr que ce sont les bons.
Tu es obligé de caster comme en fiction. Ouais. Il y a cette idée de casting que souvent on ignore, mais tu as des intentions. Moi, mes intentions, c'était de parler de ceux qui restent. Résister, c'est rester. De se dire que à travers elle, on peut, j'allais dire, se dire, il y a moyen d'être sur son île et de construire quelque chose à partir de son milieu naturel. Moi, je trouve ça très important de se dire qu'à partir de nos îles, il y a des hommes et des femmes qui peuvent construire des choses. Voilà, qui ont du sens pour le territoire dans lequel ils habitent et qui ont du sens aussi pour le monde. Donc, tu vois, il y a cette idée-là. Ça, c'était vraiment mes intentions. Et puis, cette idée de parler du fait que toute la jeunesse africaine ne fuit pas. Donc, il y avait vraiment ces trois lignes de force-là. Et je trouvais ça chez Razia. Après, je devais vraiment trouver cela chez les autres. Donc, j'ai rencontré une quarantaine d'athlètes. Et je suis toujours revenu à ces trois jeunes femmes. Ouais. Voilà. Parce que je trouvais qu'elles dégageaient quelque chose. Après, il faut regarder quand tu les filmes et quand tu fais des essais filmés. Faut voir si elles prennent bien la lumière, elles sont photogéniques. Et du coup, à ce moment-là, tu leur dis carrément que tu cherches des personnes pour ton film ou alors Ouais. tu filmes les entraînements et puis c'est comme ça que tu repères les personnes. Non, je dis Non, tu dis carrément. carrément. Ouais. Ok. C'est-à-dire que en cinéma du réel, c'est que voilà, j'ai des intentions, j'ai l'idée de film, je vois à peu près où ça peut aller parce que tu sais jamais la construction. La construction, il vient dans un troisième ou un quatrième temps, la narration en elle-même. Donc là, je rencontre les gens et je leur dis, je me présente et je leur explique mes intentions, qui je suis et quel film je veux faire. Et ensuite, on fait un petit entretien qui dure jamais plus de 45 minutes. Et ensuite, je vois à peu près dans les entretiens si dans les réponses il y a quelque chose qui pourrait potentiellement m'intéresser et qui pourrait être filmable. Donc c'est quoi ce que tu recherches à ce moment-là? À ce moment-là, tu poses des questions très banales, après tu poses des questions sur le pays, après j'ai posé des questions sur leur pratique du sport, je posais des questions très directes sur leur vision, est-ce que le président a eu raison ou pas de boycotter, Ouais. qu'est-ce que ça signifiait pour eux, pour savoir s'ils avaient un point de vue. En fait, l'idée c'est de voir si la personne elle a un point de vue. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de point de vue. Donc ils osent pas l'affirmer. Voilà. Et ceux qui n'en ont pas, tu les élimines. Ceux qui en ont mais n'osent pas l'affirmer, tu les élimines aussi. Et après, il te reste plus grand monde. Ouais. Ça va vite. Hein. Ça va très très Et du vite. coup, Hein. est-ce que c'est représentatif C'est jamais représentatif parce que la vérité en cinéma, ça n'existe pas en fait. À partir du moment où tu poses un cadre, tu fais une abstraction du réel. Donc nous, on ne recherche pas la vérité. En tant que cinéaste, tu ne recherches pas la vérité. Et c'est faux de croire que le cinéma documentaire est un cinéma de l'objectivité. Non, c'est un cinéma non vériste, c'est un cinéma du singulier, c'est un cinéma du point de vue personnel, c'est un cinéma de l'abstraction. Donc c'est pas un cinéma de l'objectivité. Donc c'est aussi, par exemple, comme ça fait des années que je fais des ateliers d'écriture, partout dans le monde, il y a beaucoup de journalistes qui viennent dans ces ateliers. Là, en Tunisie, il y avait 2 journalistes, par exemple. Il y avait 6 projets tunisiens. Il y en avait 2 qui étaient portés par 2 jeunes femmes journalistes. Il y avait une, Sarah Benali, qui a un très beau projet sur la violence faite aux enfants, mais elle a une approche très journalistique. Et on sait très bien qu'elle a fait un podcast même là-dessus. Mais on sait très bien, moi et Elham, l'autre formatrice, on savait très bien que c'est pas ça dont elle veut parler, Sarah. C'est quoi? Mais elle nous l'a pas dit, mais nous on sait. Ouais. Voilà. C'est-à-dire? Ben, on sait très bien que c'est un point de vue personnel sur la violence faite aux enfants et les enfants dont elle parle, c'est elle. Ouais. C'est elle. Après, souvent, quelque part, les Ouais. sujets dont on parle, c'est des sujets qui parlent de nous aussi, d'une manière Ça. ou d'une autre. Oui, effectivement. Donc ce côté, tu vois, c'est toujours un point de vue. Ce que la caméra te donne, en fait, c'est que la caméra, elle arrive à te dire très vite que c'est que ton point de vue. Parce que quand tu es derrière et que tu cadres, mais tu découpes,
Donc il y a ce qui est dans le champ et il y a le hors-champ. Et le hors-champ est beaucoup plus important, voire même si plus signifiant des fois que ce qui est dans le champ. Mais tu ne l'as pas. Et le spectateur ne va pas le voir. Ouais. Donc tu vois, on n'a pas d'objectif, ça n'existe pas en cinéma, l'objectivité. C'est une histoire de point de vue et de regard. Tu vois. Et ça, c'est très important. Et moi, ce que je cherchais justement, c'était le regard de ces jeunes femmes sur leur pays. Et puis après, je me suis heurté à... Et ça aussi, ça m'a bien fait réfléchir. C'est fait que je vais aborder les prochains films différemment. C'est que je pensais, parce qu'elles ont quelque chose à dire, mais je pensais qu'elles étaient politisées. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est moi qui porte un discours politique. Elles ne portent pas de discours politique parce que leur discours politique, c'est le fait même d'exister, de se lever, de travailler, de s'occuper d'elles-mêmes, de jouer au basket, de s'épanouir en collectif, etc. C'est ça leur projet politique. C'est politique au sens où vivre et s'épanouir comme elles le sont, c'est déjà comment on dit en français, c'est déjà un statement. Je sais pas comment on dit en français statement. C'est déjà un état de fait. Ouais, un état de fait, une affirmation politique dans un pays qui est déstructuré, qui est voué à la corruption, qui est voué à l'exil. Elles disent, moi, je suis pas déstructuré. Ne pas larguer, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. Vie, Et elles sont pas déstructurées. Moi, je suis pas déstructuré. Je suis pas dans la recherche de l'exil. Je suis épanoui. Ouais. Et ces trois nanas, elles sont épanouies en fait. Tu vois. Et ça m'a je le serais même si voilà, si on annule, etc. Et c'est ça que je trouvais beau, parce que comme il n'y a pas de ligue professionnelle de basket, ils font pas le basket pour de l'argent. C'est l'amour du sport et du jeu. Donc il y a un truc qui est très beau en fait. Ouais, c'est pas du tout structuré la ligue. Elle est structurée, mais il n'y a pas d'argent pour que ça devienne pro. Ouais, ça reste de l'amateur, un peu amateur. Ouais, voilà, ça reste un peu amateur. C'est même amateur de toute façon. Ouais. Même s'il y a une ligue et un championnat, mais personne n'est payé. Il y a des champions, ça tourne, il y a Telma qui finance des événements, mais il n'y a pas d'équipe professionnelle. Ouais. Les équipes professionnelles, le sport professionnel au Comores, c'est le foot. Donc tous les autres sportifs sont amateurs. Donc tu vois, je trouvais ça très intéressant d'aller vers ça, parce que ça te les place dans un autre truc et qu'il faut que elles sont pas du tout brisées. Ça nous a créé des problèmes au niveau des demandes de financement. C'est pour ça que ça a été long, parce que souvent quand on finance des films des pays du Sud, on cherche à ce qu'on dise des choses ou qu'on portrait des êtres brisés. Ouais. Moi j'ai dit, mais moi ces jeunes femmes, elles n'ont pas de problème, et c'est parce qu'elles n'ont pas de problème que ça m'intéresse. C'est parce qu'elles sont fortes que ça m'intéresse. Et on ne finance pas les films où on montre des personnes fortes dans les pays du Sud. C'est très difficile. Pourtant moi j'ai un énorme réseau, il a fallu qu'on fasse tout un truc de détournement, de contournement. Les financements ont d'abord été dans les financements dans les pays anglo-saxons et arabophones. Voilà. J'ai même eu des retours de fonds qui nous disaient qu'il fallait mettre l'accent sur le vieux monsieur plus que sur les autres, et qu'il fallait aussi mettre l'accent sur Hassanati, qui est la garde du corps de la gouverneure, et qui est aussi bi, tu vois. Et donc ça cochait plein de cases. Elle est garde du corps, elle est bi, elle est musulmane. Toi, dessus. Toi, c'est un personnage parmi d'autres, mais c'est pas... c'est ça. Voilà. Le film, il n'est pas sur elle. Ouais. Tu vois, elle est bi, elle est garde du corps, elle est coach, elle est musulmane, pratiquante. Je cochais toutes les cases pour faire un super portrait qui pouvait avoir plein d'échos. Tu vois, mais moi j'ai dit non, c'est pas ce que je veux faire. Ouais, après on tombe un peu dans le cliché, quoi. C'est ça, mais c'est exactement, c'est du cliché en fait. Donc moi je ne m'intéressais pas en fait. Voilà, ce qui m'intéressait c'était vraiment cette résilience là. Ouais. Et l'entraîneur, du coup, le vieux monsieur là dont tu parles. Lui en fait, c'est lui qui a amené la dimension politique, parce que moi je le connaissais pas.
Je t'ai dit tout à l'heure que j'étais parti rencontrer des tas de gens. J'en ai rencontré une quarantaine. Et un jour, j'étais dans le village d'Iconi, je faisais un entretien avec un basketteur que je pensais qu'il pouvait être dans le film parce que son histoire était très émouvante. Et puis, in fine, il m'a dit, je lui ai demandé, mais t'as appris le basket ici? Parce qu'il joue au basket à Dunkerque en National B. Non, il me dit, non, j'ai appris le basket ici grâce à Fondy Carnet. Et je lui dis, mais c'est qui ce Fondy? Il me dit, oui, bah, il est là, il est IAG, mais c'est lui qui a amené le basket aux Comores et c'est lui qui a amené le basket dans ses villages et c'est le monsieur du basket. Il faut que tu le rencontres. Si tu veux, je te le présente. Et je dis, mais il habite où? Bah, il est à 10 minutes à pied, il est au bout du village. Donc on est parti le rencontrer. Et donc je vais commencer à lui parler, j'ai fait mon baratin habituel, là, je suis cinéaste, blablabla. C'est comme si j'avais appuyé sur play. Lui, il est parti. Il a dit non, mais de toute façon, ici, il n'y a que des vendus, que des corrompus, que des trucs. En 1964, bla, il a commencé à me sortir tous les dossiers de tous les gens qui étaient à la tête des fédérations. Ça a duré 2 heures. Il s'arrêtait pas. Et puis il me dit à la fin, tu le fais quand ton film? J'ai dit, Foundi, je reviendrai te voir. Je suis sorti de là, je me suis dit, mais là, ça c'est un personnage, quoi. Lui, il va m'amener une dimension historique et une dimension que les 3 jeunes femmes peuvent pas m'emmener. Il est attachant aussi. Voilà. Et je me suis dit, bon, bah lui, il va m'emmener à autre chose, quoi. Ouais, c'est comme ça, en fait, que je l'ai rencontré et on s'est devenus très, très amis. Donc à chaque fois que j'allais pour les repérages, donc je passais 1 ou 2 journées avec lui. Voilà. Donc ouais, ça a été vraiment une rencontre très très forte. Parce que comme il vivait dans des conditions précaires et j'ai vu, parce que je lui ai rangé sa maison, sa petite case, etc. J'ai vu tout ce qu'il avait fait pour le pays. Ça m'a posé des tas de questions sur en fait l'humain, en fait, dans le sens où tu as des gens qui donnent pour un pays ou un lieu, mais en fait l'histoire les oublie totalement. Ouais. Tu vois, et ça m'a fait aussi, il y avait un côté très mélancolique et très triste de le voir finir sa vie comme ça, alors que c'est le seul entraîneur qui a ramené une médaille d'or dans l'histoire des Jeux des îles pour les Comores. Ouais. Tu vois. Donc, quand il est mort, on m'a appelé de partout, etc., les funérailles, etc., tout le tralala, etc., mais en fait, non. Tu vois, donc, et ça te donne, ça te dit, mais en fait, c'est un pays qui est dur pour ses habitants. Comme quoi, ce que tu dis finalement de résister, c'est de rester, c'est par des petits pas, ça peut être des petites choses qui finalement créent des grandes choses, comme Ce monsieur, ouais. ce monsieur-là. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment, en fait, je pense qu'on est vraiment là pour, je pense que c'est des leçons d'humilité. Se dire, mais on fait les petits pas, et peut-être que ça déclenche, ça sème les graines chez d'autres personnes qui vont continuer les petits pas, en fait. Tu vois, c'est ce que je me dis. Nous, on a fait le FIFA et puis finalement aujourd'hui, Laurent s'en est inspiré, elle court derrière et demain il y a quelqu'un d'autre qui s'inspirera de court derrière et qui prolongera ce travail-là, en fait. D'une autre façon, tu vois. Mais je pense qu'on est là pour ça. Dédramatiser. Oui, voilà, c'est ça, ouais, on dédramatise. Et puis après, observer des gens. Parce que le film, il est fait d'une façon, c'est du cinéma du réel, c'est du cinéma d'observation. Donc, ça te met aussi en position de relativiser plus facilement. Quand c'est du cinéma d'essai, d'argument, quand c'est du cinéma d'entretien, quand c'est de la fiction aussi, je pense que tu peux relativiser, mais le cinéma d'observation, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Techniquement, on est là avec un chef-op, un ingé son, et on suit quelqu'un, mais on n'intervient pas. Vraiment, on intervient très peu. Moi, j'interviens très peu. Je filme les gens comme ça, je les suis. Et de temps en temps, si je sais que je cherche, peut-être que je vais lancer une parole ou faire rebondir la parole de la personne, mais je la suis dans son quotidien. Et ça, je trouve que c'est une technique qui t'aide à beaucoup relativiser, à ouvrir grand tes oreilles et tes yeux, et à t'imprégner d'un lieu, à t'imprégner des gens. Et c'est une vraie leçon d'humilité. La séquence
qu'on a faite dans le salon de coiffure, on l'a filmée pendant 6 heures. Ah ouais, c'est ça. J'allais te demander comment tu fais pour que les personnes s'habituent au regard de la caméra et soient naturelles. Ouais, bah oui, c'est en gros. 6 heures. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. En gros, il y a d'abord un process de confiance. Mm. Euh, je pense que tu dois voir les gens plusieurs fois déjà, parce que sinon c'est très violent de te dire que tu vas voir des gens qui n'ont rien demandé et qui, tout d'un coup, tu leur dis, il y a ma caméra, je vais vous filmer parce que votre vie me paraît intéressante. Mm. Et que tu ne donnes rien de toi. Je trouve ça très violent comme process. Mm. Moi, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, voilà, je vais te filmer pendant un an, sans que je le connaisse, c'est très difficile. Donc je pense qu'il y a d'abord une première étape qui est celle de rencontrer les protagonistes plusieurs fois, de s'habituer à eux et eux s'habituent à nous. Donc la relation filmé-filmeur est une relation en cinéma du réel qui est une relation très importante. Parce que c'est une relation aussi qui est basée sur l'éthique. Mm. C'est-à-dire que tu ne peux pas trahir les gens tels qu'ils sont. Mm. Leurs paroles, qu'elles te soient bonnes ou que tu les sentes mauvaises, ou qu'elles te dérangent, ça reste leurs paroles. Tu vois, tu vas la mettre en image. Donc tu vas créer, j'allais dire, un autre langage avec ça, mais tu peux pas trahir leurs C'est paroles. délicat parce que la personne, elle peut estimer que ça a été filmé à un moment où elle était en train de parler de plein d'autres choses et que du coup, tu as coupé un bout qui n'est pas représentatif de ce qu'elle peut penser ou être. Et Oui, du oui. coup, après coup, elle peut dire non, mais je ne veux pas le. Mais, Je veux pas. mais justement, c'est ce passage un peu là délicat, c'est qu'une fois que tu connais la personne assez bien, c'est là que tu commences à sortir une caméra pour faire des essais. Tu vois. Et le fait de connaître la personne assez bien, à moins que tu sois très pervers, mais en montage, ce que tu gardes de la personne est vraiment représentatif de ce qu'elle est. Mm. Tu vois. Parce que tu as passé assez de temps à la connaître. En tant que cinéaste, tu sais que ce que je vais prendre de toi va être représentatif. Et est-ce que tu lui laisses le dernier mot pour dire Jamais. non? Non, non. Parce que ouais, il y a la manipulation dans le sens où on fait une abstraction du réel, on prend des personnes, on les met en scène dans le réel et on en crée une œuvre et qui a une autre résonance. Ouais. Donc il y a de la mise en scène, c'est clair. Il y a un côté où on manipule, c'est clair, il faut l'assumer. Mais je ne montre jamais le film en train de se faire. Alors il y a plusieurs types de documentaristes. Il y en a qui aiment bien montrer au moment où il y a l'avant-première. Ça c'est hyper dangereux. Parce que la personne, elle peut, tu vois, elle peut arriver, puis tu te dis, bah ouais, merde, c'est pas du tout ça, c'est pas moi ça. Mm. Tu peux te retrouver avec des tas de problèmes. Il y en a qui n'attendent que l'avant-première. Moi, je préfère montrer quand j'ai l'accord de la prod, des diffuseurs, quand voilà, on a fait le dernier, le montage image final, le film il est là, et ce qu'on va toucher, ça va être peut-être, tu vois, en termes de l'image, des contrastes, de l'étalo, de la musique, mais on va rien toucher sur le montage image et sur les propos. Ouais. Quand l'image et le son sont validés par tous les collaborateurs, financiers, techniques et artistiques, moi j'appelle les protagonistes et je leur montre. Mm. Et là, il y a encore un moment où on peut échanger. Ouais. Mais c'est délicat, hein. Ouais. Moi, j'ai super peur, hein. Mm. C'est délicat, hein, parce que s'ils te disent oui, par exemple avec les filles, quand je leur ai montré, et après elles se sont regardées, il y a eu un long silence. Ouais. Et tu vois, je me suis dit, oula, moi mon cœur il était comme ça, tu vois. Et en Ah. même temps, c'est une part d'intimité de leur vie, donc forcément, C'est ça, c'est ouais. important pour elles aussi. Voilà. Et après, il y a Sanati qui a dit, on va survivre. Et ils sont mis à rigoler, ils m'ont dit, c'est bien, t'as fait un bon travail. Voilà, donc après je me suis dit, elles ont vu, Fundi a vu aussi, donc maintenant, voilà, tu vois. Mais c'est vraiment délicat.
C'est très très délicat. Parce qu'il y en a même qui savent pas ce que c'est que le documentaire et qui veulent être payés. Ouais. Tu vois. Donc ça aussi c'est délicat à gérer. Ouais, dans le journalisme aussi, des fois, il y en a Qui veulent être payés. Enfin, ou qui lancent un peu ça. Ouais. Ça c'est hyper délicat. Hyper délicat. J'ai pas compris le principe. Ok, bah écoute, bah merci beaucoup en tout cas. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le film ou ton processus de création du film. Ouais. Bah écoute, le process, il est vraiment, comme je viens de te le dire, hein, c'est vraiment de l'observation. C'est vraiment attendre que le moment arrive. Ouais. Et on recherche toujours un moment dans une séquence qui va être un petit peu un moment magique, qui va pouvoir donner la puissance de la séquence. Donc, et souvent dans l'observation, des fois ça peut être très long. Donc, voilà, ou alors ça peut venir très très vite. Et après, je trouve qu'il y a aussi l'idée de pas réellement être en mode interview, mais plutôt en entretien. C'est-à-dire, ce que j'ai appris et ce que j'essaie d'apprendre, c'est les gens, en fait, quand tu les filmes, ne projettent pas tes angoisses et tes interrogations sur eux. Parce que finalement, on a chacun nos centres d'intérêt. Moi, je suis un artiste politique. J'aime faire des films qui ont une connotation politique. Mais je ne pense pas que les gens que je filme, ils aient un intérêt à la politique ou à la chose politique. Tu vois? Mais ça, je l'ai appris. Et donc, je vais chercher des moyens de raconter cette chose politique par des métaphores visuelles, de plus en plus. Ouais. Par trouver des subterfuges. Tu montres un moment dans ton film la ministre. Oui, voilà. En fait, je montre 3 politiques. Ouais. Je montre le ministre des Sports, je montre la gouverneure et je montre le président. Voilà. Ouais, c'est les seuls moments qui sont vraiment un peu politiques. Avec le texte. Ouais. Et avec tous les cadres. La plupart des cadres sont fermés. On a fait ça volontairement pour créer un sentiment d'étouffement. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était volontaire aussi. Donc on a fermé plein de cadres, il n'y a pas d'ouverture de champ. Très très peu. Ça, c'était volontaire avec Azim, le directeur de la photo. C'était d'emprisonner les filles dans des cadres qui sont fermés sans ouverture de champ. D'un côté ou de l'autre, etc. Puis c'est très court. Ouais. C'est des moments courts. Oui. Donc, qui relancent un peu... qui sont comme parallèles finalement à leur vie, à elles. C'est ça. J'ai essayé de mettre de façon en sous-texte toute ma pensée politique sur les Comores. Mais pas de la mettre et de laisser leur vie à elles. Et en fait, elles me répondent en se disant, mais la politique, en fait, c'est vrai qu'elle investit tout cet espace, parce que l'espace, il est politisé, puisqu'il est fragmenté, puisqu'il est déstructuré, puisqu'il est, tu vois, il est difficilement habitable. Et que elles ont des réponses à toutes ces violences et toutes ces mini-violences-là de cet espace-là. Tu vois, et toutes ces réponses qu'elles ont, elles sont très belles parce qu'elles permettent de comprendre qu'à travers cet espace-là, je pense que ça vaut aussi pour la Réunion, c'est un espace où il y a plein de mini-violences, elles sont symboliques, elles sont spatiales, il y a de la ségrégation spatiale à la Réunion. Avant, il y avait la case à terre, c'est la case en l'air, maintenant, etc. Elles sont géographiques, elles sont économiques. Toutes ces mini-violences-là, la Réunionnais, la Réunionnaise peuvent les habiter et peuvent construire des alternatives. Et nous, dans les îles, on peut construire, parce qu'on est des populations fragiles, mais on peut construire ces alternatives-là. Et ça m'intéresse. Habiter aussi, chaque Réunionnais, chaque personne va habiter ces espaces-là qui peuvent être vécus comme de la violence, mais dans lesquels ils vont remettre de la vie aussi. C'est ça, ouais. Parce que elles sont pas dans la complainte, les filles. Elles rigolent beaucoup, elles jouent, elles perdent, elles gagnent. Tu vois, elles fêtent leurs anniversaires, elles sont ensemble, voilà. Tu vois, elles sont pas dans la complainte.
Tu vois, et moi, pour moi, c'était important, en fait. Et c'est quoi le message politique du film, du coup? Bah, le message politique, il est dans cette idée que c'est le dernier texte, en fait. Le dernier texte, il nous dit que ce pays fuit, ses habitants fuient et esquivent, les leaders esquivent. Et que derrière ça, de façon très politique, c'est que euh, euh, c'est l'idée du collectif. C'est l'idée que ce pays-là ne peut pas s'en sortir s'il n'y a pas l'idée que, comme en cinéma, s'il n'y a pas l'idée d'un projet collectif. Pour l'instant, il n'y a pas d'idée de projet collectif. C'est-à-dire que les Comores ont été atomisés et c'est devenu très fragmenté, mais que toutes les interstices du capitalisme sont rentrés et que c'est le chacun pour soi. Voilà. Dans une société qui était à la base très solidaire et très dans la fraternité et dans le partage et dans une espèce d'égalitarisme, etc. Et donc je pense que toutes les interstices du capitalisme sont venus et se sont appuyés sur les failles de la colonisation, de l'esclavage, de l'islamisation à pas forcer. Et finalement, on crée une société très inégalitaire qui est devenue très individualiste et où le sens du collectif s'est perdu. Donc, et que nos représentants politiques aux Comores sont les symboles, d'où le titre du film, 12 cartons rouges qu'il leur a adressés, sont les symboles de cette faillite collective. Tu vois, un président qui vient assister au match de son équipe nationale et qui s'en va à peine la mi-temps, même pas à la mi-temps, alors que l'équipe perd. Donc c'est très symbolique. Parce que les représentants malgaches et mauriciens étaient là, ils sont pas partis, c'est le seul à être parti. Tu vois, c'est la fuite aussi. c'est la fuite. Ouais, c'est la fuite en fait. Donc c'est l'absence de responsabilisation en fait. Je pense que c'est aussi un truc, et je pense que le message politique il est là, il est dans qu'est-ce qui pourrait nous faire tenir ensemble, si ce n'est un projet collectif. Et il est aussi dans l'idée du monsieur qui dit on peut pas faire cuire des tarots ou servir du riz. C'est un proverbe comorien très connu. Qui dit si tu dis que tu fais cuire des tarots, on s'attend à ce que tu nous donnes des tarots. Tu vois. Donc ça, c'est vrai, il est là le message politique. Tu vois, il est très important parce que c'est un pays où la fuite, c'est devenu systémique. Fuite des capitaux, corruption, fuite des cerveaux, fuite des responsabilités des élites. Voilà, c'est devenu systémique. Voilà. Et je pense qu'à La Réunion aussi, hein, parce que essaye de voir un politique qui va assumer ses responsabilités lors de son mandat ici, mais bon courage, hein, tu vois. Et il y a un truc comme ça qui est, voilà, on botte en touche, tu vois, qui est très, que je vois, qui est très pertinent, qui est une persistance aussi de ces îles, tu vois. Donc il est là un peu le message politique. Mais je voulais pas que les filles se retrouvent en danger. Ouais, que ce soit elles qui portent ce message politique. Voilà, parce que il y a quand même 2 fonctionnaires là-dedans. Tu vois, Asanati, elle est gouverneure, elle est militaire, donc c'est une fonctionnaire de l'armée nationale et elle est garde du corps. Et Razia, elle travaille à l'aéroport, mais dans la fonction publique à l'aéroport. Donc je pouvais pas aussi. C'est comment tu vas amener le message. Voilà. C'est ça un petit peu le challenge, ouais. C'était un petit peu ça le challenge. Et du coup, juste pour clôturer sur elle, comment ça s'est passé les Jeux des îles du coup? Ça s'est bien passé jusqu'à ce qu'elle se fasse éliminer en fait. Et après, elles sont venues à... C'est 2019. Ouais, 2019. Mais comme il fallait qu'elles restent jusqu'à la fin de la semaine, donc les autres jours, on les a filmées parce qu'elles venaient tout le temps voir les autres matchs des collègues réunionnaises, malgaches, mauriciennes, etc. Voilà. Mais ça a été une belle expérience pour elles, dans le sens où elles ont pu participer à des jeux. Oulougou, elle en avait déjà fait avant, mais Razia, oui, c'était ses premiers, probablement ses derniers. Mais c'était une belle expérience. Mais après, pour elle, il y a aussi eu beaucoup de déceptions dans le sens où ils n'ont pas été souvent titulaires. Et que le coach lui-même, il a préféré les joueuses de la diaspora.
Donc il y avait une espèce de Ah tension. ouais. J'avais interrogé les joueuses de la diaspora et je les avais mis dans une voiture. On avait roulé pendant 2 heures aussi. Et elles disaient des choses, mais finalement on n'a pas gardé parce que finalement ils avaient ça manquait de profondeur dans ce qu'elles disaient. C'était assez plat en fait. Ouais. C'était peut-être pas les bonnes joueuses que j'ai pris. Ces 2 sœurs et tout, c'était intéressant mais sans plus. Ah ouais. Mais il y avait presque 2 équipes. Il y avait l'équipe des filles des locaux et il y avait celle de la diaspora. Et le coach, il était omnubilé par les filles de la diaspora. Ouais. Il y en avait une qui jouait aux États-Unis, donc évidemment, Ouais. voilà. Mais Ouais, et ça rejoint aussi ce principe de fuite et le regard qu'on accorde à ceux qui partent et ceux c'est qui ça, restent. c'est ça. Voilà. C'était assez violent. Hein. Ouais. Ah, les filles elles me disaient elles étaient mal. Hein. Toutes les filles, parce que comme moi je les connaissais, je voyais, il y avait vraiment 2 groupes. Hein. Tu vois, elles se mélangeaient pas. Hein. Ou très très peu. Donc dès le départ, je me suis dit ça va mal finir ça. Ils peuvent pas gagner, ils peuvent pas aller loin. Parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Et donc le coach, il était pas bon parce que au lieu de mixer les forces des deux, il a écarté les locaux au profit de ceux de la diaspora. Ça a créé beaucoup de tensions, ça, par contre. Mais on fait souvent ça. Hein. Même, j'ai vu, parce qu'il y avait les équipes réunionnaises, il y avait les mêmes tensions. Ah ouais. Oui, parce que les Réunionnais qui sont dans des centres de formation en métropole, ben, ils viennent pour l'équipe de la Réunion. Et ceux qui sont ici, ben, en fait, ben, ils deviennent remplaçants. C'est eux qui jouent toute l'année, mais quand il y a les jeux, c'est eux qui sont remplaçants. Ouais. Il y avait tout ça dans toutes les délégations. C'était Ouais. impressionnant. Chez les Malgaches, chez les Mahorais, Ouais. chez les Comoriens, chez les Réunionnais, chez les Mauriciens. C'était impressionnant. Je me suis dit, mais ça dit quand même beaucoup en fait. Ouais. Hein. Tu vois. C'est ça. Parce que leurs sportifs sont tous à l'étranger. Ouais. Ouais. Bon bah merci en tout cas De rien, merci à toi, c'était super. pour ce long entretien. Merci.